Donc une note pour une pensée sérielle, ou bien pensée de la sérialité. Quand je dis sériel, en fait, certains comprennent qu'il s'agit d'une linéarité. Ça n'a rien à voir, c'est tout au contraire. D'abord, il y a de la bifurcation, mais pas seulement de bifurcation. Il faut penser différentes sortes de séries mathématiques. Et par exemple, en fait, bien sûr, comme modèle, quand il s'agit de la philosophie, on trouve en fait une tâche de distinguer deux séries principales dans les écrits de Rousseau par Derrida dans la grammatologie. Là, ce qui est étonnant est que la pitié qui est au fond de tout sentiment, de tout vivant, et ça ne concerne pas seulement l'humain, mais tout vivant, se trouve dans la même série que la raison, je crois. Imagination, passion, il faut revoir toutes ces séries. J'essaie de comprendre la mobilité des petits moineaux. Il y a un arbre géant et les grains tombent de l'arbre. Je crois que c'est juste la saison pour se ravitailler de ces grains. C'est fantastique. En plus, je suis dans le couloir d'une petite église dont les portes sont pleines ouvertes. Les petites grains tombent par terre. C'est génial. C'est comme une sorte de pluie de grains, aidé par les petits moineaux, avec la médiation d'un moineau. Ça donne à penser. Donc il ne s'agit pas d'un couloir, mais une véritable paroi, et non pas parloir. C'est juste le petit jardin de l'église. C'est bizarre, il y a des êtres, le même arbre, mais il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a pas de moineaux, parce qu'il y a une gratte de ciel et ça fait du vent, ça fait des changements climatiques. C'est bizarre, ici, normalement, c'est une studio d'enregistrement, mais je ne crois pas que ce soit pour moi un bon parloir. Ici, la nature est très abondante, donc c'est pour ça que les gens ne s'intéressent plus à la nature. Il y a un petit événement climatique, un vent très fort du sud, très tiède, en novembre. Ce vent s'appelle l'odos et s'abrutit un peu. On n'a pas envie de parler. Juste écouter la voix des vagues d'une indétermination plus ou moins régulière. D'où vient cette idée qu'une vague plus ou moins vague est plus ou moins déterminée et plus ou moins indéterminée. Comme une idée alors. Vague comme une idée. Oui, quand je disais la pensée sérielle ou série comme pensée, dans les séries divergentes, convergentes, en mathématiques et en multiplié géométrique. Et il faut varier en idée comme en vague, à l'instar de vague. Mais pour parler comme Mallarmé, en fait, toute vague divague. Voilà, à partir de Mallarmé, Lacan, Alain Badiou a fini, comme Jacques Derrida, dans le feu, la cendre, et Alain Badiou dans la théorie du sujet, s'occupant de Mallarmé, implicitement ou explicitement, ils ont affirmé que il n'aura lieu que le lieu.
ou plus exactement, rien n'aura lieu que le lieu. C'est-à-dire, en fin de compte, après tout, après ou vers la fin d'une nuit, on dirait que rien n'aura lieu que le lieu. Donc ça veut dire que tout passe, mais le lieu reste. Ce qui a lieu a besoin d'un lieu, mais pour qu'il y ait un lieu, il faut avoir lieu. Et c'est pour ça que nous sommes. Pour que le lieu ait le lieu. Ait lieu. L'autre jour, l'étudiant est venu et m'a dit que il a vu le film dont j'avais parlé, de film situationniste de Guy Debord. Est-ce que le film est commencé? Et il m'a dit qu'il a ri en regardant le film. J'étais ému, j'étais allumé d'un feu et j'ai commencé le faire regarder un autre film de Guy Debord qui s'appelle Ingi Rome. Nous tournons en rond dans la nuit en se consumant dans le feu. Donc, en latin, le titre Ingi Rome, consumimur nocte, etc., c'est un anagramme très connu. Et en fait, le seul anagramme que je n'oublie pas, et j'oublie chaque fois. Parce que les anagrammes sont des inscriptions, ça s'écrit, ça se lit rarement. C'est les maîtres de poètes peuvent prononcer. Bon, j'ai cherché un article que j'avais écrit du même titre en citant le titre de Guy Debord. Donc, mon titre était cet anagramme dans une revue de recueil de textes situationnistes traduits en turc. Je n'ai pas trouvé, mais j'ai tourné en rond, tout allumé en feu dans mon bureau et j'ai ouvert toutes les tiroirs et les étages. Non, je n'ai pas trouvé, mais il m'a regardé allumé d'un feu dont il soupçonnait peut-être. Et finalement, on a vu sur l'écran le film. La moitié de notre cours était passée ainsi. Et j'ai eu le temps de préparer l'autre partie. Donc, d'abord, dans le film, il disait que le cinéma pourrait être tout à fait différent qu'aujourd'hui. Ça pourrait être un journal, un diary. Alors, c'est fantastique. Ça pourrait être essai. Ça pourrait être de plusieurs genres littéraires, mais sauf comme aujourd'hui. Comme il a fait cette réaction, l'étudiant, à la fin de 7e semaine des analyses, donc je me suis dit que les analyses marchent. Et puis, je pensais le mot analyse que Freud utilisait pour sa méthode de thérapie. Et pourquoi pas un autre mot, mais l'analyse. Bon, supposons qu'il y a une analyse et un suivi, c'est-à-dire un process dans le temps. C'est une longueur de temps, l'analyse. Donc, ça se passe dans le temps et dans l'espace, bien sûr. Mais ce qui est important, je me demande, est-ce que Freud connaissait plus ou moins les théories du temps de Husserl, toutes ces protensions et retentions? Oui, psychanalyse freudienne, il était centré sur le passé, trauma, comme une image dans le miroir, et comme un mirage dans le miroir plutôt. C'est comme une apparence, un épiphénomène dans le passé, comme trauma. Oui,
Et ça se projetait plus rarement dans le futur, mais le présent était plus important, à mon avis, pour Freud. C'est pour ça que le trauma était toujours ou d'abord de l'ordre empirique. Mais en avançant dans l'analyse, trauma a commencé à avoir des autres formes, plutôt bergsoniennes peut-être, pourquoi pas. Je dirais non pas seulement la transcendance en tant que telle, s'il y en a une histoire, mais transcendantale, ça veut dire au sens kantien, une esthétique transcendantale, schématisme transcendantal, a aussi une histoire et intimement liée à des techniques. Techniques de quoi? Technicité en général, comme l'idéologie en général. Alors, dans cette époque, nous avons plus de moyens qu'un simple appareil de cinéma dont Guy Debord parlait avec petite Super 8, faisait l'affaire de journal, diary. Mais aujourd'hui, le processus d'analyse, auto-analyse ou analyse collective en réseau a des chances multiples. Mais comme nous sommes à la fois témoins et victimes de la technologie, de ce réseau, et si on ne participe pas activement, si on ne produit pas, on est spectateur. Donc, on cherche le miroir. On cherche le miroir de ce qu'on a vécu, ce qu'on est en train de vivre. Écho, plutôt, le mot magique, c'est l'écho. Écho, avoir une réponse, non pas directe, mais indirecte, c'est une sorte de, peut-être, attouchement, une sorte de réflexe, bien sûr, une réaction, une réponse qui n'est pas une réponse. Écho, c'est pas tout à fait une réponse. C'est soit l'origine est en moi, soit l'écho, l'origine inconnue. Voilà, l'écho est encore un bon effet pour penser toutes sortes d'effets secondaires et deuxième degré, troisième degré. C'est ça. Les prétentions et rétentions doivent être pensées comme effets. Ce n'est pas des causalités, mais les effets qui s'articulent. Et non pas les faits qui s'articulent, non pas des événements au sens restreint du terme, mais les effets comme des événements. Mais comme ils sont éphémères par définition, ces effets besoin plus ou moins des supports, encore des échos pour qu'ils fassent leur propre rétention, pour qu'ils fassent des nœuds, pour qu'ils occupent une place avec une petite paix et sans devenir dominant comme une position dominante et qu'ils se nomadisent dans des positions. C'est ça la pensée sérielle. C'est le modèle dialectique peut être passé, mais différenciation et répétition en écho et différenciation en écho continue. Ce qu'on appelle interaction, c'est un mot très succinct et neutre qui n'explique pas tout ce qui se passe dans le durée, au sens bergsonien du terme. Comme il y a eu des bureaux de poste non envoyés, retournés, en anglais dans le conte de Melville, dans l'histoire de Bartleby, c'était en anglais
That letter office. That letter office. Ça existe toujours et encore. Encore, aujourd'hui, de plus en plus en grande quantité. Ce qui veut dire, en fait, il y a des messages qui ne trouvent pas leur destinataire. Il y a des destinataires, mais destination à une échelle large, abolit et augmente à la fois toute chance d'atteindre son destinataire. Tout d'abord, destinataire est inconnu. Comme tout lecteur, en fait, ça commençait avec le livre, comme Victor Hugo disait que Cathédrale va abolir, le livre où Gutenberg Galaxy va abolir Cathédrale, qui fonctionnait donc comme un lieu de rencontre entre le destinataire et destinataire, prête le public, les fidèles. Donc, communauté d'aujourd'hui, communauté inavouable ou introuvable, souffre d'une quantité de messages. Le plus souvent, leur qualité est très discutable, mais ça ne regarde pas de juger. Chaque quantité se présente dans le réseau, communautaire ou extra-communautaire. Ce sont des expressions qui ont perdu vraiment leur exact sens. Il y a des essais de Verslammung, de ressemblement, mais tout est voué à la disparité, dispersion. Moi, aujourd'hui, j'ai constaté, tout à coup, j'ai eu, en feuilletant mon petit cahier, j'ai vu que j'avais une compte sur le réseau que je n'utilisais pas depuis très très longues années. C'était dédié, je dirais, à un ami. En fait, c'était pas mon nom, donc je n'utilisais pas. Et c'est un message comme une bouteille lancée à la mer, et ce n'est pas trouvé le destinataire. Et ce compte était bien vivant, et c'était en vie, c'était pas caduc, c'était pas mort. Et c'est seulement moi, je ne l'utilisais pas, je ne l'activais pas, je ne, nourrissais pas. Alors j'ai vu 3 essais publiés qui restaient intacts, que j'avais complètement oubliés. Et en les lisant, j'ai revu la même atmosphère que j'ai vécu en les écrivant. C'était déjà des écrits interactifs, donc c'est pas moi qui produisais les paroles uniquement. Donc, dans le réseau, comme déjà Jean Baudrillard, avant de mourir, avait signalé que il y aura une quantité d'informations en circulation que nous n'aurons aucune chance ni de les archiver, ni de les récollecter. Comme disait Lyotard, en fait, on pourrait balayer et on pourrait sélectionner, mais frayage devient de plus en plus difficile, triage devient difficile, et on n'a pas du temps pour faire des retentions, des nœuds de rencontres plus ou moins durables ou étalés dans une série. Donc, les séries se manifestent des discontinuités qu'on ne peut pas pour l'instant rapporter ou
contrôler ou donner un sens. C'est ça le problème. Quand il n'y a pas de retention et protension, il y a bien sûr un flou, mais un flux d'une indétermination totale. Mais chacun de nous a une détermination, a un vouloir dire. Oui, il faut accepter de vouloir dire. Mais l'appareil en question, c'est-à-dire le réseau actuel, je ne sais pas, on peut appeler comme une accumulation primitive de capital, c'est-à-dire inerte, non activée par des applications directionnées, orientées vers des buts plus ou moins définissables. Donc, il y a donc un chaos, en gros, un chaos dans l'information, et comme n'importe quelle matière brute, il y a des gens qui veulent exploiter cette matière brute, en fait des produits. C'est ça, en termes exacts, ce qui se passe aujourd'hui. Alors, dans la logique de offre et de demande, les choses se schématisent. C'est pour ça qu'il n'y a pas de schématisme transcendantal. S'il y en a, et ça se développe, ou ça se, je dirais, se différencie, ce modèle, historiquement ou technologiquement. Ce qui ne veut pas dire que la technologie a le dernier mot. Rien de cela. Les séries se bifurquent en vagues, et c'est ainsi vague comme ça. C'est le vrai déchaînement des vagues. C'est très proche. C'est vrai, l'Odos, ça veut dire ce vent du sud est propre d'Istanbul. Et c'est pas un mot turc, c'est un mot grec en fait. Donc je me disais qu'en fait, comme on n'a pas un phénomène climatique ainsi, on est obligé de nommer ces choses-là avec leur nom local. C'était ça. Il faut appeler les choses par leur propre nom, n'est-ce pas? Dieu est Shiva, c'est le suicide de Dieu. Si ce n'est pas un assassinat, oui, il peut y avoir réaction. La nature n'est pas très enragée en fait. Face à face à la mort, c'est la nature et la nature. Mais c'est facile de dire la nature ou Dieu. D'où vient ce conformisme? C'est la terre d'Andalousie. Libéralité de l'Andalousie, trouvant un siège en Amsterdam, Leiden. Non. Non, monsieur. Non, monsieur. Nature peut être maîtrisée. Et le Dieu, c'est la transcendance impénétrable. Vous pouvez avoir une nature docile, et vous l'avez déjà eu partout dans le monde. Et
Dieu, peut-être par le langage de la nature, de temps en temps, en traduction, mais son langage est la poésie ou, supposons que, anagramme. Dans tout ce tohu bohu, rire, éclat de rire, et le vent. Oui, c'est un climat différent. Mais, quel rapport avec diversité multidirectionnelle de la nature? S'il en existe, ça s'appelle je, tout simplement, supposé dans le jugement réflexif. On le connaît, on met en côté. On ne joue pas. On entend et on essaie de saisir. Si c'est possible, donnez l'oreille, écoutez. Une sorte d'obéissance ou pas. Mais parler d'abord, c'est pas écouter. On peut parfaitement soupçonner que toute la violence de la nature, ce n'est qu'un jeu, ce n'est qu'un essai, ce n'est qu'un exercice. Essai les limites. Alors, la nature en nous, autant qu'en dehors de nous, se joue. C'est une prémisse de la troisième critique, ou un soupçon devenu une prémisse d'une théorie. Ça ne peut pas être autrement. Évitez de parler de la violence humaine. Ça s'y est pas. Ça s'y est pas. Ce qu'on appelait autrefois bienséance, c'était, je crois, être prêt et amusant devant le roi. Mais dans le rapport intersubjectif, être bienséant, ça devrait être à l'écoute de autrui ou devant la nature, être prêt à écouter au moins quelques indices de la nature. Être bienséant, ça devrait ça. Être malséant. La méchanceté. Pourquoi évitons-nous de parler de mal humain et de diable? Malséance ou méchanceté actuelle, c'est écouter et ne pas entendre. C'est bien connu depuis les évangiles en fait. Vous allez m'entendre 1000 fois, vous allez écouter 1000 fois ces mêmes paroles et vous n'entendrez jamais. Jamais, c'est seulement Héraclitos qui peut dire. Mais si vous êtes évangéliste, c'est-à-dire si vous êtes une bonne nouvelle, vous devrez être écoutable, disciple et intelligible. C'est ça la politique théocratique de Saint Paul. Et petit Jésus, s'il a vécu, il l'a vécu. Il ne savait pas ce politique, mais il savait la rhétorique mystique. S'il y a une rhétorique mystique, ça s'avance tellement lentement que aucune politique ne peut capter sa temporalité. Répondre à une question demande une diachronie, mais mystiques répondent en synchronie. D'où l'anagramme, comme une art déformée de l'oracle.
Il est insuffisant aujourd'hui, par exemple à Istanbul, de parler de l'anarchie au sens métaphysique du terme lévinassien de la nuit. Bon, à discuter, parce que le jour est tellement anarchique au sens étroit et banal du terme que la nuit est repos forcément, même si est anarchique au sens lévinassien. C'est à interpréter. Mais la nuit, au fond de la nuit et dans toutes les époques, c'était le calme, repos, sommeil pour les vivants, animaux, sauf quelques-uns, c'est le genre. Mais le jour, avec l'esthétique transcendantale de l'humain, la vue est lui limitée, est devenu tout à coup dans ce globe, dans cette planète hasardeuse, est une affect le plus important. La vue et lui, deux sens primordial et effleuré dans cette planète qu'on appelle maintenant le monde, cosmos. Bon, est très limité et anarchique. Anarchique au sens étroit, c'est-à-dire chaos. Chaos. Je vois, je t'entends, tu m'entends, j'entends, je te chasse. Voilà, il faut penser peut-être, et je ne suis pas utopiste, mais les autres planètes où on n'entend pas, on ne parle pas, on sent autrement, même Pierre, n'est-ce pas? Référence romantique allemande à Novalis. Si un Pierre s'entend, si un Pierre a besoin de s'entendre, si le Pierre, c'est un Pierre, quelque chose de pierre égyptien. Comme chacun des grands philosophes, Derrida aussi est prêt à se bifurquer, c'est-à-dire il faut en faire deux choses différentes. Un kabbaliste insistant et l'autre un analytique, un déconstructionniste. Alors, Derrida kabbaliste est pesant et dans sa pesance anagrammatique, c'est rester analytique. Donc c'est une sorte de Talmud, voilà. C'est une partie de la classe spirituelle de judaïsme et qu'il a appris sans apprendre, qu'il a choisi délibérément ou non rester fidèle. C'est ça les écrits. Alors, il n'est pas prétentieux, il est juif, enfin, il est fini, et il s'articule dans l'illimité. Mais son sens est limité. Son sens est à une fonclusion, comme chacun de nous, n'est-ce pas? Comme individu, comme auteur, comme écrivain, comme un père de famille, etc. Donc son sens est fini, est important, c'est après coup ou pendant, on peut le déceler. On n'objecte pas dans sa vivante
dans sa vivance, on pourrait l'objecter. Maintenant, il faut le comprendre au sens verschteren, classique, au sens hegelien, etc., comme épocalité. Mais l'épocalité n'est pas un épisode de l'histoire, surtout quand il s'agit de cette envergure judaïque, je veux dire. Donc, cette anagrammalité, c'est-à-dire cette fidélité jamais avouée envers Ibn Arabi, qui connaît pas, on ne sait rien, parce que je n'ai jamais rencontré une petite ligne, ni même anagramme concernant Ibn Arabi. Donc, ni Maïmonide d'ailleurs. Qui Maïmonide, il était plus rationniste, qui n'a rien à voir avec Ibn Arabi. Il est Avincent. Donc, le problème paraît être un plaie, ça veut dire c'est la raison de, non pas d'État, mais la raison de futures guerres. Mais c'est une façon de parler, c'est-à-dire une plaie, c'est pas un trauma, c'est pas un effet, c'est une plaie. Qu'est-ce que c'est cette plaie au-delà d'un trauma? Un plaie à expliquer. Je pose la question à vous. On peut se risquer de dire que le judaïsme est même pas un monothéisme en fait, au sens propre du terme, s'il y en a. Alors c'est seulement l'islam qui est monothéisme et c'est déchu. Parce que le judaïsme c'est une parade des prophètes au nom d'un seul Dieu, oui, certes, mais il ne s'agit pas d'un seul Dieu. Il y a de différentes compréhensions, hypostases de Dieu. C'est l'histoire tout simplement. Un épisode, bien sûr, quand il s'agit de l'humanité. Mais l'islam, c'est une tribu et c'est un Dieu. C'est un vrai monothéisme, monolithiquement monothéisme. Christianisme, c'est autre chose. Ça a donné une chance à la révélation, au cours du monde, au pardon et au péché. C'est une sorte de solution au problème de péché. Donc, maintenant, dans la révélation chrétienne, c'est-à-dire la technoscience, civilisation moderne et la démocratie négociée en tacite entente, le Jude, tant que je peux suivre son histoire, est content, mais il n'est pas dans le diaspora seulement. Donc, il est autre chose. Jude, aujourd'hui, c'est autre chose. Islam, en terre d'islam, je disais, en terre d'islam, islam, c'est en vague, en divague et en effervescence. En divague, c'est plus important que effervescent. Effervescence, c'est la nature. Divague, c'est autre chose. C'est encore la nature. Donc, tout est indéterminé, c'est risqué. Donc, État Israël, c'est le risque même en ce qui concerne l'essence, s'il y en a, du judaïsme, qui n'a pas un monothéisme, c'est un épisode. Donc, l'État d'Israël, ce n'est qu'un épisode.
On imagine la religion islamique et monolithique, mais l'islam c'est l'homme mourant, naissant, c'est-à-dire rien de monolithique, aucune monolithique, sauf quelques sunnismes à part. Maintenant, Georges Seurat, Mallarmé, Rimbaud, les autres, Kafka, etc., ils regardent sous leur tombeau ou dans leurs cendres. Qu'est-ce qu'ils veulent dire, cette époque, s'ils peuvent regarder? Oui, ils devraient avoir une chance de juger sur notre époque, rétrospectivement ou prospectivement. Ça n'a pas un concept de ça. L'homme se sent bien dans l'obscurité, mais Dieu le donne de la clarté, même si on ne le veut pas du tout. Dieu sive nature. C'est une absurdité éphémère, palliative. Un remède palliatif qui marche encore, ça marche pas. Cher ami, un grain de ciel fait ce genre de changement climatique dans un seul quartier. Horrible.